Bienvenue dans ce podcast AWS en français. Cette semaine, j'ai noté pour vous 2 nouvelles local zones. Ça sera l'occasion de rappeler ce que c'est et pourquoi ça peut vous être utile. On parlera de Virtual Desktop avec Ubuntu, d'un nouveau service pour cacher vos fichiers dans le cloud. On verra pourquoi et comment. On parlera de l'AWS Budget et de contrôle des coûts. Et puis enfin, un nouveau cours en ligne pour apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle sans écrire de code comme un outil d'aide à la décision. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bienvenue, merci de nous écouter, merci d'être fidèles à ce rendez-vous du vendredi matin, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter pendant le week-end également, et puis les semaines qui viennent, voire parfois des mois après. Parfois je reçois des feedbacks pour des épisodes d'il y a plus d'1 an, et c'est très bien comme ça. Les feedbacks, puisqu'on en parle, vous pouvez les envoyer sur Twitter par exemple, Sebsto, S-E-B-S-T-O, c'est là où je suis le plus réactif pour répondre à vos feedbacks. Une semaine sur 2, vous le savez, on parle de l'actualité AWS. Une semaine sur 2, je reçois des clients et des partenaires AWS. Si vous avez envie de témoigner, et si vous avez fait un truc cool dans le cloud AWS, dites-le moi aussi. Moi, je suis toujours à la recherche et à l'écoute des solutions sympas que vous développez au-dessus d'AWS. Donc, Sebsto, S-E-B-S-T-O sur Twitter. Commençons sans plus tarder avec 2 nouvelles local zones. Alors elles sont loin de nous, peut-être que ça ne va pas vous concerner directement, mais ça me permet de vous parler des local zones et c'est pour ça que je les mentionne. C'est Jeff Barr qui a écrit l'article cette semaine sur 2 nouvelles local zones à Taipei et à Delhi en Inde, donc Taïwan et Delhi en Inde. Oui, mais une local zone, c'est quoi? Une local zone, vous pouvez le voir comme une mini availability zone, un sous-ensemble de services AWS qui sont mis à disposition dans une zone souvent un fort bassin de population, ce qui vous permet de déployer certains services AWS à proximité de ce bassin de population. Typiquement pour réduire la latence, imaginez des serveurs de jeux, des serveurs de trading, des serveurs de pub, toutes ces applications qui sont extrêmement sensibles à la milliseconde de latence. Maintenant qu'il y a des local zones en dehors des États-Unis, ça peut être aussi une question de résidence des données. L'exemple de Taïwan est un bon exemple. Il n'y a pas de région à Taïwan et donc si vous avez une entreprise là-bas qui a besoin de garder pour des raisons de compliance les données sur le territoire de l'île de Taïwan, elle peut déployer ses services maintenant sur la local zone Taïwan. Les données resteront là, même si la local zone est rattachée à EPI Northeast One. J'ai pas préparé mon devoir, je sais pas de tête ce que c'est que EPI Northeast One. C'est Asia Pacific Northeast, peut-être Japon, mais je voudrais pas me mouiller de trop à ce niveau-là. Donc une local zone, ça avait commencé aux États-Unis uniquement, avec 3 en 2020, on en a rajouté 12 en 2021, et là pour 2022, on a annoncé une expansion internationale avec 33 villes dans 27 pays, y compris plusieurs pays d'Europe où il va y avoir des local zones. Je pense à la Hollande qui va en avoir une bientôt, à défaut d'avoir une région en Amérique latine également, 6 nouvelles local zones. Lisez l'article de Jeff Barr et puis si vous vous demandez à quoi ça ressemble à une ESI, hein, vu de la console, c'est comme si vous aviez une ESI en plus dans la région. Il y a un opt-in pour les utiliser, comme beaucoup de nouvelles régions d'ailleurs. Vous devez aller l'activer explicitement. AWS Budget, c'est l'outil gratuit que vous pouvez utiliser pour gérer votre budget. Vous définissez vos budgets maximum pour le mois. Il vous donne un suivi de consommation au jour le jour. Il utilise des techniques d'intelligence artificielle pour faire de la prévision également, du forecasting, de combien vous serez à la fin du mois. Vous pouvez mettre des alertes, etc. Si vous ne connaissez pas AWS Budget, allez dans la console, tapez AWS Budget et regardez, c'est un service gratuit et vous avez tout intérêt à l'utiliser. On simplifie un peu AWS Budget en fournissant des templates de rapports et d'analyse de coûts et de budget qui se déploient en un seul clic. Donc en un seul clic, vous pouvez maintenant déployer plusieurs templates. Il y en a 3 pour commencer. Il y a un zero spend budget. Alors ça, c'est plutôt pour les comptes particuliers où on veut pas dépenser d'argent. Je crois que je vais l'appliquer sur mon compte à moi, celui-là. Zero spend budget pour être informé dès qu'il y a la moindre dépense sur un compte où il ne devrait pas y en avoir. Un template de
de suivi mensuel de vos coûts, ça c'est probablement ce que vous utilisez le plus souvent, et puis un template également pour mesurer l'efficacité de vos saving plans au jour le jour. Est-ce que vous devriez acheter plus de saving plans? Est-ce que vous n'en avez pas acheté trop? Est-ce que vous consommez tout ce que vous avez acheté dans vos saving plans? Donc 3 templates avec des tutoriaux, c'est one click dans la console. Les tutoriaux vous permettent de comprendre également comment ça fonctionne. AWS Budget, c'est dans la console. Les one-click templates, les tutoriaux, c'est maintenant disponible pour vous. Un nouveau service qui s'appelle Amazon File Cache, qui est un cache de fichiers. Donc un cache, ça veut dire que vos fichiers restent à leur source, mais on va les mettre dans le cache dans le cloud pour que des applications cloud puissent les utiliser avec toute la performance que vous attendez, par exemple un accès en quelques millisecondes à vos fichiers. Alors quelle est la source ou quelles sont les sources supportées par File Cache? Il y en a 2 pour le moment. C'est n'importe quel file system qui supporte NFS v3, y compris on-premise, et Amazon S3. Donc je vais vous donner 2 use cases. Imaginez que vous ayez une application on-prem qui fait du reporting tous les mois, mais vous voulez l'accélérer, vous voulez qu'elle travaille plus rapidement parce que vous avez des heures et des heures et des heures on-prem pour faire votre reporting de fin de mois. Mais vous n'êtes pas prêt à bouger nécessairement toutes les données, tous les jeux de données, parce que vous avez des tas d'autres applications qui vont alimenter ces jeux de données on-prem. Donc vous pourriez créer un Amazon File Cache dans le cloud qui va utiliser vos serveurs NFS v3 comme source on-premises de manière à présenter les fichiers dans le cloud pour une application cloud native. Et donc l'application qui consomme vos fichiers on-prem, vous pourriez la déplacer, la faire tourner dans le cloud pour utiliser par exemple des machines plus grosses, plus puissantes, de manière à réduire votre temps de calcul, mais sans devoir déplacer vos données. Elles seront accédées par le cache. Donc l'application lira les fichiers sur le cache et le cache lui ira chercher les fichiers s'ils ne sont pas encore dans le cache à la source NFS v3. Le file cache évidemment il a une taille plus petite, il n'a pas besoin d'avoir toute la taille de votre source, et les fichiers les moins utilisés seront évictés, comme on dit en franglais, seront virés du cache quand on a besoin de place, quand File Cache a besoin de place pour des nouveaux fichiers. Donc n'importe quelle source NFS v3, qu'elle soit dans le cloud ou qu'elle soit on-premise, ou S3 également. Donc imaginez que vous ayez une application faite pour travailler sur des fichiers POSIX standard, donc qui est faite de scripts avec des sed, des awk, des pipes et des trucs comme ça, des cat, et puis une application qui ouvre des fichiers, qui lit des fichiers, qui écrit dans des fichiers, et puis vous voulez faire fonctionner cette application sur un jeu de données qui lui se trouve sur S3. Et bien File Cache permet de faire cet intermédiaire, puisque File Cache va proposer un file system natif NFS à votre application. Et derrière, il ira chercher les fichiers quand ils sont accédés, quand on a besoin d'y accéder sur Amazon S3. Donc File Cache, c'est un file system POSIX tout à fait normal. POSIX, ça veut dire un file system Unix avec des fichiers tout à fait traditionnels qui va cacher dans le cloud soit Amazon S3, soit des ressources NFS v3, qu'elles soient on-prem ou elles-mêmes dans le cloud. C'est moi qui ai écrit l'article de blog qui vous annonce cette nouveauté. Allez le lire, il y a une petite démo, vous voyez écran par écran comment le configurer, ce file cache, et puis quelles sont les commandes pour y accéder depuis vos instances EC2 ou depuis des containers ou d'autres services de compute. Une autre nouveauté de la semaine, c'est sur Amazon Workspace. Vous savez, Amazon Workspace, c'est ce service de VDI, de Virtual Desktop Infrastructure, donc qui permet de distribuer des desktops, des PC finalement virtuels à votre force de travail. Ça peut être pour rapidement monter un PC pour quelqu'un qui vient d'arriver, pour des consultants, pour des gens qui ont des contrats temporaires par exemple, ou simplement pour les gens qui sont sur la route, puisque ça permet d'accéder à votre PC avec toute la sécurité du cloud, quel que soit l'endroit où vous êtes, depuis n'importe quelle machine. On installe un petit client Workspace et on peut accéder ainsi à son PC, que ce soit depuis une machine Windows, Mac, Linux ou même depuis un simple web browser quand vous êtes en visite dans la famille. L'avantage de Workspace, c'est que tous vos fichiers restent dans la sécurité du cloud. Vous pouvez pas les sortir, les rentrer. Si vous faites voler votre laptop dans le train ou ailleurs, il n'y a aucun fichier qui est compromis puisque tous les fichiers sont sur le disque dans le cloud. Jusqu'à présent, Amazon Workspace supportait Amazon Linux et Windows. C'était les 2 systèmes d'exploitation que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Il y en a un troisième et un important, c'est
Ubuntu, la distribution Linux de Canonical, la société sud-africaine. Ubuntu est de loin la distro Linux la plus utilisée par les développeurs et les data scientists, donc ça débloque tout une série de cas d'utilisation pour donner des machines Linux à vos développeurs. Imaginez que des développeurs aient des besoins spécifiques d'accès à des machines avec du GPU par exemple. C'est quelque chose que vous pouvez leur donner avec Amazon Workspace. Imaginez aussi l'autre use case de développeurs qui ont des environnements extrêmement complexes avec beaucoup de dépendances et qui se marchent un peu sur les pieds. Gérer les dépendances d'un environnement à l'autre, ça peut être difficile. On pourrait imaginer d'avoir différents workspaces pour différents projets ou des workspaces extrêmement spécifiques pour des data scientists ou des data engineers qui ont l'habitude de travailler avec Ubuntu. Donc si vous travaillez avec Ubuntu, vous avez certainement vos scripts, vos librairies, vos outils qui fonctionnent déjà sur votre laptop. Eh bien vous pourrez retrouver cet environnement familier sur Amazon Workspace. C'est un lancement conjoint avec Canonical qui s'associe à ce lancement et le blog post vous donne les détails. Juste pour info, c'est la version 22.04 long term support, donc c'est Jammy Jellyfish que vous trouverez sur Workspace. Elle est préinstallée avec la ligne de commande AWS et le SDK AWS, et puis vous avez différentes tailles de machines jusqu'à 8 CPU, 32 Go de RAM. Il y aura des machines GPU, des grosses machines GPU qui sont disponibles rapidement après le lancement, nous a dit l'équipe service, donc en principe dans les semaines qui viennent, et c'est disponible dans toutes les régions où il y a Workspace. Enfin, la dernière nouveauté que j'ai épinglée pour vous cette semaine, c'est un nouveau cours gratuit sur Coursera, un cours AWS qui est disponible sur Coursera, qui s'appelle Practical Decision Making Using No Code ML on AWS. Mise en pratique de la prise de décision en utilisant de l'apprentissage machine sans code. Donc c'est un cours sur Coursera en ligne de 5 heures en 3 sections. La première section, c'est comment est-ce que vous pouvez modéliser vos business problèmes, vos challenge business en utilisant de l'apprentissage machine. Le deuxième module, c'est comprendre et construire un modèle de machine learning sans écrire de code. Ça utilise SageMaker Canva. Vous pouvez importer vos datasets à partir d'Excel par exemple, analyser les données. L'exemple là, c'est quel est le client qui a le plus de chances d'annuler son abonnement le mois prochain. Donc vous chargez un fichier client et vous développez le modèle, il n'y a pas de code à écrire, c'est du point and click dans la console, et ensuite vous validez ce modèle par rapport à un dataset réel. Et puis la troisième leçon, c'est comment extraire de la valeur à partir de l'apprentissage machine, et notamment comment créer des dashboards pour comprendre les données. Et ensuite il y aura un lab, vous mettrez les mains dans le cambouis. Ce code est ouvert à tout le monde, il ne faut pas être expert à IML. Si vous êtes capable d'utiliser un tableau Excel par exemple pour prendre des décisions business, vous serez capable également d'utiliser du machine learning suite à ce cours. Je vous mets les liens dans les notes du podcast comme d'habitude, c'est gratuit, c'est sur Coursera, c'est idéal pour passer un samedi pluvieux ou un dimanche pluvieux, 4-5 heures de cours pour mettre les mains dans le machine learning. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, on aura un témoignage client. Ça sera probablement Air Caraïbes, vous savez, la compagnie aérienne Air Caraïbes qui témoignera de leur transformation vers le cloud. Je dis probablement parce que j'ai plusieurs épisodes qui sont déjà enregistrés et je dois encore fixer les priorités de diffusion pour les prochaines semaines. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.